Bonsoir à toutes et à tous. Здравствуйте, добрый вечер. Я думаю, что мы можем начать. Je crois qu'on peut commencer. Donc, aujourd'hui, nous avons prévu. Donc, je me permets de parler en russe et je voudrais vous dire qu'en général, notre programme est assez inhabituel, mais aujourd'hui est une journée plutôt exceptionnelle parce que c'est la première pour nous aujourd'hui car nous organisons cet événement en format hybride avec l'interprétation simultanée. On l'a jamais fait avant, donc en ce moment, je crois que vous me voyez en Zoom ainsi que les personnes me voient dans la salle. Qui veut dire qu'aux personnes qui sont présentes aujourd'hui dans la salle s'ajoutent encore quelques dizaines de personnes qui nous regardent à distance. Et j'espère que lors de cette rencontre, on aura encore plus de personnes qui pourront se connecter à notre session. Cela me permet tout d'abord d'élargir notre public, mais aussi d'avoir plus de questions et plus de personnes qui sont vraiment intéressées par la rencontre d'aujourd'hui. Deuxième raison pourquoi c'est la première, vous la voyez sur scène, des intervenants de ce haut niveau. Il n'est pas facile de les réunir tous en même temps dans notre salle. Qui sont ces personnes-là? Peut-être vous avez lu notre communiqué de presse où il est mentionné avec modestie que ce sont juste un écrivain, un artiste peintre, un éditeur, etc. En effet, vous voyez sur notre scène un écrivain éminent, un artiste peintre bien célèbre, un grand éditeur bien réputé dans son domaine, un traducteur littéraire remarquable, écrivain aussi. Je suis ravie d'avoir réuni cette merveilleuse équipe chez nous autour d'une présentation d'un nouveau livre, d'une nouvelle édition, qui est en effet un phénomène aussi inhabituel. Ce livre porte sur les regards contemporains sur l'art russe du XIXe siècle. Ce qui pourrait aussi vous surprendre, c'est que vous voyez sur cette scène 5 chaises, mais on n'a fait que 4 intervenants. Donc à la fin, on vous attendra une petite surprise. Notre soirée est si importante que la fonction de deuxième interprète simultané sera accomplie par l'ancien diplomate, attaché culturel de l'ambassade de France à Moscou, Joël Bastoner. Et nous serons ravis de le voir sur cette scène à la fin, afin qu'il puisse parler de lui-même, de cette édition et de l'art en général. Le modérateur, l'auteur et l'animateur de cette rencontre est Igor Sokologorski. Je lui souhaite plein de réussite et je lui passe le micro. Igor, c'est à vous. De ce livre. Merci à son directeur, Monsieur Volkov en particulier. C'est vraiment intéressant pour nous d'être avec vous, à la fois ici à Paris, et merci d'être venu en période de vacances, et aussi avec ceux qui sont avec nous à Moscou ou dans d'autres régions russes, parce que la Russie, c'est grand, elle ne se limite pas effectivement à Moscou. Donc, quelques mots du projet de ce livre qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, l'idée de ce livre, elle est née d'une part d'un constat qui est que en France, on connaît assez bien l'art des icônes. Il y a eu l'exposition Sainte-Russie, comme vous le savez, pendant l'année croisée franco-russe au Louvre. On connaît aussi très bien l'avant-garde russe, le début du siècle. Il y a une série d'expositions, il y a des textes qui sont traduits, notamment par Jean-Claude Marcadet, par exemple, qui participe aussi à ce livre. En revanche, le 19e siècle russe, la peinture du 19e siècle russe est assez peu connue du public français. Et à cet égard, l'exposition Répine, qui a lieu en ce moment au Petit Palais, est vraiment très bienvenue. Voilà, donc ça c'est la première idée du livre. La deuxième idée du livre, ce n'est pas un livre à proprement parler d'esthétique, ce n'est pas un livre sur l'art en tant que tel. Ce sur quoi on s'interroge dans ce livre, c'est le rapport qu'il y a entre la peinture du 19e siècle et l'identité russe. Parce que si l'on regarde même les objets quotidiens depuis le 19e siècle, toute la vie russe est imprégnée par ces images qui ont été forgées par les peintres russes. Dans le livre, on reproduit des porte-cigarettes,
reproduit des tapisseries, on reproduit des emballages de bonbons, c'est-à-dire des choses du quotidien qui portent des images qui ont été forgées par les peintres au XIXe siècle en Russie. Aucun pays au monde, à mon avis, n'a été autant imprégné par des images créées au XIXe siècle par des peintres. Voilà. Alors, à mon sens, cette situation, elle est liée à une situation, à une réalité politique russe. Le 19e siècle, il a été en Russie, comme dans d'autres pays, un moment de réflexion sur l'identité nationale. Cette réflexion en Allemagne, elle a été par exemple menée par des philosophes qui ont réfléchi sur la nation allemande, des philosophes qui avaient des chaires universitaires. En Russie, ce n'était pas possible. Pour des raisons politiques. Nicolas Ier avait échaudé par l'insurrection des décembristes, avait voulu carrément supprimer la philosophie. Donc, cette réflexion sur l'identité russe a été prise en charge à la fois par des écrivains, ça on le sait, mais aussi par des peintres qui ont formaté en quelque sorte un paysage russe, qui ont réfléchi à ce qu'était le peuple russe. Et cette dimension réflexive de la peinture russe est vraiment fondamentale. Par exemple, si le grand courant de la deuxième partie du XIXe siècle, les ambulants, c'était un courant qui n'avait pas seulement pour but de représenter la réalité russe, mais aussi de la faire connaître au peuple russe par une série d'expositions, de montrer au peuple russe ce qu'était, de montrer à la nation russe ce qu'était son propre pays. Donc, c'est ce sur quoi porte ce livre, c'est la manière dont l'art, et la peinture en particulier du XIXe siècle, est constitutive de l'identité russe jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, malgré les changements de régime, malgré le passage par l'URSS et malgré les changements qui ont eu lieu dans la nouvelle Russie d'aujourd'hui. Une autre idée de ce livre qui est tout aussi importante, c'est la diversité des contributeurs. Ce livre présente un certain nombre de tableaux, une trentaine de tableaux. Certains sont analysés par des textes et les auteurs à cet égard sont divers. Certains auteurs sont des historiens d'art, comme par exemple Jean-Claude Marcadet, mais la majorité des auteurs sont évidemment russes. Il y a une partie qui sont français. Il y a aussi une historienne d'art ukrainienne, Alissa Loshkina. Donc, certains textes analysent les tableaux du 19e siècle. Et puis, il y a aussi, et c'est très important pour nous, des œuvres d'artistes contemporains, des grands artistes de la scène contemporaine qui ont été créés en écho à ces tableaux du 19e siècle. Il y a une série d'une quinzaine d'artistes qui sont parmi les plus importants, des artistes russes, certains artistes ukrainiens aussi, qui ont réalisé des photographies, qui ont réalisé des installations, qui ont réalisé des tableaux qui font référence directement ou indirectement à l'art du 19e siècle russe. Et ici, il s'agit de combattre un peu un préjugé. Quand est né l'art contemporain russe, dans les années 70, 80, on a parlé de nouvelle avant-garde, comme si l'art contemporain russe était né par un retour à l'art du début du XXe siècle et comme si le passé du XIXe siècle n'avait pas d'importance pour les artistes contemporains. Bien, ce livre montre que, en réalité, le XIXe siècle est une excellente introduction à l'art contemporain russe et on en parlera tout à l'heure avec Éric Boulatov qui a réalisé un certain nombre de tableaux qui sont en référence directe à cette période. Notamment, dans le livre, il y a un tableau de Éric Boulatov qu'il a repris de grands tableaux russes du XIXe siècle, l'apparition du Christ, et Éric Boulatov a rajouté un premier
un premier rang de personnages contemporains au rang de ce que je voulais dire en introduction sur ce livre qui, j'espère, pourra vous intéresser. Je vais tout de suite passer la parole aux intervenants de cette soirée. Et d'abord, Cyril Zolaplace. Donc, Cyril Zolaplace est directeur des nouvelles éditions Place. Et donc, Cyril c'est un éditeur général qui édite de la littérature, aussi des sciences humaines, et pas seulement russe, hein, c'est une maison d'édition à large spectre. Et depuis quelques années, donc, Cyril édite un certain nombre de textes russes, notamment de textes d'artistes, mais aussi de textes d'écrivains, de Viktor Yerofeyev. Et donc, Cyril, je voulais vous demander... et Cyril s'appelle Zola Place, donc il est de la famille, effectivement, d'Émile Zola, mais aussi de la famille Place. Hein, il y a les deux. Voilà, donc Victor, vous êtes édité par l'arrière-petit-fils d'Émile Zola. Voilà. Donc, je vais demander aux descendants d'Émile Zola de nous expliquer pourquoi, dans sa maison d'édition, qui à la base n'avait pas édité de choses russes, quel intérêt vous avez trouvé à ces textes, à la fois de littérature et d'artistes russes. Alors peut-être pour répondre à cette question, revenir un peu à la très belle introduction que vous avez faite, notamment pour présenter l'ouvrage à paraître. Ce que vous avez dit à propos de cette peinture du 19e siècle qui, en fait, est constitutive, ou en tout cas apprend et élabore une identité russe, je crois que l'idée qui sous-tend ce livre est que, non, je vais repartir, c'est peut-être, bon, je ne vais pas faire l'allusion, je vais essayer de répondre directement à votre question. D'une manière générale, notre maison d'édition s'intéresse à des textes, quelle que soit leur nature, que ce soit des textes littéraires, poétiques, ou des écrits d'artistes, ou des écrits d'anthropologues, de sociologues, à des textes en fait où l'écriture est au travail, c'est-à-dire une forme de conceptualisme, non pas à l'anglo-saxonne, mais un conceptualisme que moi je qualifierais de profondément russe, mais qu'on peut retrouver aussi dans certaines pratiques textuelles françaises. C'est-à-dire qu'en fait, le concept ne naît pas d'une idée qui serait désincarnée, mais né de son contact au réel. Et donc, nous nous intéressons aux éditions à des productions textuelles qui naissent d'une pratique d'écriture. Et par exemple, dans les écrits d'Éric Boulatov, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'utilise pas l'écriture pour, on va dire, légitimer ou décrire sa théorie ou sa conception de l'art, mais elle participe de l'approche même de son travail de peintre. Et quand j'ai lu la première traduction d'un de ses essais traduite par Igor, j'ai été surpris en fait de sentir comment le choix des mots et les concepts générés naissaient vraiment de cette recherche. Donc en fait, l'ensemble, voilà, c'est peut-être une bonne image en tout cas pour notre maison d'édition, c'est on est à la recherche en fait de textes qui produisent du sens dans leur pratique. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Vous pouvez peut-être dire deux mots de ce que vous avez édité de russe jusqu'à présent. Alors, par exemple, avec Victor, on a publié il y a 2 ans et demi maintenant l'encyclopédie de l'âme russe, et on prépare, au mois de janvier paraîtra à Kingwood, et au mois de juin, La souris rose.
Ce qui est caractéristique, en tout cas pour moi, dans les romans de Victor, c'est qu'on part d'une situation qui très rapidement s'inscrit dans le fantastique et qui lentement se déroule, reste dans le fantastique, mais provoque chez le lecteur un sentiment de réalité très, très prenant. C'est un peu l'inverse de ce qu'on peut voir dans les traditions occidentales, comme quand on regarde le fantastique de la fin du 19e siècle avec Maupassant, où en fait on est d'abord dans une réalité qui nous paraît tout à fait normale, et progressivement on bascule dans le fantastique. Donc, d'une certaine manière, on part d'un donné, et on le transforme en une idée qui est déjà préconçue. Ce qui est intéressant dans les romans de Victor, c'est que la réalité qui part du fantastique s'écoule, se développe, reste dans le fantastique, mais devient extrêmement réaliste d'une certaine manière. Et ce décalage, le décalage en fait entre fantastique et réalité fond, et ça donne une présence critique assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a, une écriture qui produit un sens et non pas un roman à thèse ou un roman idéologique, on va dire, ou critique. Voilà. Et puis, on a publié aussi une poétesse russe qui s'appelle Maria Stepanova, moscovite, qui a une cinquantaine d'années. Je ne sais pas si elle est très connue en Russie. Et elle, donc on a publié 3 grands poèmes, dont l'un s'appelle Le corps revient. Et là aussi, on est dans une pratique d'écriture qui n'est pas conceptuelle, qui n'est pas analytique, mais qui produit des concepts à partir de l'épreuve de l'écriture. Et d'une certaine manière, on va dire que l'ensemble de nos recherches de textes à publier, ou même quand on construit des livres, là par exemple Igor, avec ce livre qui va donc paraître, Art et réalité russe, qui va paraître dans les semaines à venir, au départ, il est venu avec un corpus d'une vingtaine de tableaux, avec cette idée de demander à des historiens, à des historiens de l'art, historiens des idées, des écrivains, etc., de jeter un regard sur ces productions artistiques du 19e siècle, et en discutant, en cherchant, en travaillant sur d'autres sources, le concept du livre s'est étoffé, s'est nourri, et d'une certaine manière, le livre est devenu autre chose que ce qu'il était dès le départ. C'est-à-dire que vous avez eu une pratique de développement du texte à partir de la confrontation avec vos propres recherches. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé avec un concept préétabli, le concept s'est enrichi et d'une certaine manière s'est transformé. Oui, alors c'est vrai qu'on a ajouté donc ce livre, on a pris progressivement à la mesure de l'importance, au fond, à la base. On avait pensé qu'on présenterait un certain nombre de tableaux avec des analyses, simplement des essais, des essais d'historiens, des essais de spécialistes d'histoire des idées, d'historiens de l'art. Mais au fur et à mesure, on a pris la mesure de l'importance de l'art du 19e siècle, de la peinture du 19e siècle, qu'on n'avait pas mesuré tout de suite, à la fois pour l'art contemporain russe, et aussi pour le quotidien, pour la vie russe en elle-même, la vie russe encore une fois, dans les objets les plus usuels, comme les porte-cigarettes, comme les paquets de bonbons, encore une fois. Donc, on s'est rendu compte vraiment de l'importance de cet art pour l'art et pour la réalité russe en elle-même, ce qui a donné au livre une ampleur plus grande que ce qu'on pensait au départ. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Éric Boulatov. Donc, Éric Boulatov fait partie des artistes qui ont accepté à la fois qu'on reproduise leurs œuvres pour ce livre.
Ils sont nombreux, vous verrez, il y a une quinzaine d'artistes de tout premier plan. Il y a Emilia Kabakov qui ont donné une interview pour le livre. Il y a Pavel Pepperstein. Nous avons aussi publié un texte de André Monastirski. Il y a une installation de Igor Makarevitch, enfin, vraiment des artistes contemporains de premier plan. Yuri Albert aussi. Éric Boulatov, donc, dont on a publié les textes aux nouvelles éditions Place aussi. Donc, je voulais justement vous demander ce que représente pour vous, qui êtes vraiment un artiste majeur d'aujourd'hui, peut-être le plus connu des artistes russes internationalement, qu'a été pour vous, dans votre formation, l'art du 19e siècle russe? Voilà une question très sérieuse, réellement, à laquelle répondre ne va pas être simple. Ce qu'on peut dire pour simplifier, que depuis l'enfance et toute la vie, pour moi, l'art russe du 19e siècle a eu une importance primordiale. Dans l'école d'art dans laquelle j'ai fait mes études, et qui se trouvait directement en face de la galerie Tchaikovsky, nous allions à la galerie pendant les interclasses et nous regardions ce qui sortait de nouveau et ce qui disparaissait. C'était des années difficiles, c'était les années de Staline extrêmement difficiles. La fin des années 40, tout à fait la fin des années 40. Et malgré cela, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'était une perception vivante et humaine des réalités humaines. Et qui justement permettait de nier ou rejeter les représentations qui étaient à l'époque en vogue dans l'Union soviétique. Car tout ce que nous aimions était soit interdit, soit enlevé de la vue du public pour formalisme ou pour des raisons justement de type politique. Ce qui était important, c'était que cet art était la base d'une perception du monde. Et le mensonge dans lequel nous étions plongés par l'art officiel et qui était obligatoire et inévitable, et se retrouvait révélé, le mensonge se retrouvait révélé par la présence de l'art du 19e siècle. En quelque sorte, l'art du 19e siècle en regard. Je vais parler de moi et de l'influence de cet art sur moi concrètement. Et je veux dire que il continue à influer sur moi d'une manière ou d'une autre pour toute ma vie. Il y a eu bien sûr une période après la mort de Staline, lorsque s'est ouvert ou s'est réouvert une fenêtre sur l'art d'aujourd'hui, du contemporain, et sur le contemporain qui avait été interdit, c'est-à-dire le contemporain d'avant, l'avant-garde. Et bien sûr, ce monde nouveau qui s'ouvrait alors pour nous nous a fascinés et monopolisés.
Et évidemment, l'art russe du 19e siècle est à ce moment-là passé au second plan. Mais par le biais de cette perception de l'avant-garde et nous sommes revenus à des positions fondamentales et qui étaient celles du siècle précédent. Entre l'art russe réaliste du 19e et l'art de l'avant-garde russe, il y a en réalité aucune inimité. Ils ne sont pas opposés l'un à l'autre, ils ne se rejettent pas l'un à l'autre, ils ne se nient pas. Ce qui est avant tout important, c'est la base culturelle commune. La formation commune par la littérature, et pas seulement par la littérature, par la musique, par le théâtre, tout réuni ensemble qui contribuait à créer une sorte de typologie de la conscience nationale, une conscience nationale unique, unifiée, qui est peut-être même pas consciente. C'est comme quelque chose qui est derrière le dos et qu'on ne voit pas, et on peut nier toute relation avec l'art russe. Un individu peut renier l'art russe, mais de toute manière, c'est en réalité visible qu'il est influencé par cet art. Et dans l'art russe, pour moi, l'essentiel, c'est justement cela, qu'il s'intéresse beaucoup plus à son spectateur et qu'il s'efforce de l'inviter à l'intérieur de l'œuvre, à l'intérieur de la toile, en quelque sorte, pour qu'il ne soit pas un spectateur extérieur, mais qu'il soit véritablement un acteur de la scène qui est représentée sur la toile. Bien sûr, il y a là un danger sérieux, parce qu'on peut dire que c'est une sorte d'insistance pour manipuler et mais pour comprendre cet aspect littéraire et l'illustration, le caractère illustratif, c'est le plus sensible à travers les paysages du 19e siècle. C'est très important car le paysage est moins relié à la littérature. Il est beaucoup plus lié à la perception visuelle et cela permettait à l'artiste de représenter sans aucune médiation et sans passer par un regard littéraire, une explication littéraire des choses, de transmettre une image culturelle. C'est très visible chez Lévitan et chez Savrasov et en général l'école moscovite des artistes, des peintres. Et tout spécialement pour Lévitan, on peut dire qu'il avait le don de plonger et de convaincre
convaincre le spectateur qu'il est aussi auteur et que l'auteur se cache derrière le spectateur de l'œuvre. Et les moyens qui sont utilisés par l'artiste échappent au premier plan. C'est comme si, contrairement à l'art européen et notamment français et allemand, et même anglais, il y a toujours en quelque sorte, il attire le regard sur lui-même et sur l'œuvre elle-même, sur le caractère de l'œuvre qu'il a conçue. Et chaque peintre a son coloris perpétuel, constant. Et on peut reconnaître immédiatement quel est l'auteur d'après la tonalité. Et on peut apprécier comment il a réussi, comment il a... Et le motif de la nature devient l'outil qui lui a permis de faire cette merveilleuse œuvre. Tandis que les Russes, c'est un processus totalement différent, puisque aucun des classiques russes du XIXe siècle n'ont eu un coloris constant. Il y avait bien sûr un coloris, mais il n'était pas constant. On ne pouvait pas toujours identifier l'individu. Et ce qui étonnait au début, ce qui sidérait, et c'est pour ça que le bois de bouleau de Lévitan n'est pas le plus caractéristique à cet égard, parce que nous voyons, nous comprenons, nous ressentons que nous sommes tombés au milieu d'un petit bosquet de bouleau. Et la question de savoir comment elle a été représentée ne se pose qu'après. Et c'est ça qui est important, c'est que le moyen de l'artiste est passé au second plan. Et alors, on va se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que la personne va voir avec le même regard que l'artiste? Oui, en quelque sorte, l'artiste essaie de lui imposer. Voilà. Et c'est la même chose dans Surikov, lorsqu'on voit la boyarine Morozova. Et on nous fait comprendre tout de suite qui est partisan de la boyarine et qui est son opposant. Et nous sommes effectivement dans la toile. Je voudrais simplement dire que comme je l'ai déjà dit, c'est que donc le moyen, la méthode de l'artiste est au second plan. Et donc la question qui se pose, quelle est alors la relation avec l'avant-garde? Alors que l'avant-garde, justement, elle démontre ses méthodes et ses moyens, elle les met en avant. S'adressant au spectateur, essayez de regarder et vous allez voir comment nous avons fait et nous avons mis sous vos yeux avec une grande aisance et facilité. Chacun de vous peut faire et vous allez voir que votre vie va changer. Et la question est là. Le vrai sujet, c'est que la vie change.
C'est ce qui s'est passé au XIXe siècle. Le spectateur voit de côté sa propre vie. C'est très important pour la compréhension et comment pour pouvoir subir cette vie, vivre cette vie, puisque la réalité russe a toujours été difficile. Et on attendait de là une aide, avant toute chose, une aide, et quelque chose de scientifique. D'une certaine façon, il fallait que là, enseigne la vie. Et évidemment, il y a là en même temps un grand danger. Et cette manière d'imposer une vision, les plus grands ont évité cet écueil. Ce qui est important, c'est la pénétration dans la pensée et son invitation dans l'art, la perception du spectateur. Et cela, évidemment, diffère totalement de l'art français, parce que l'art français ne s'intéresse pas à son spectateur, pratiquement par principe. Il est en soi. Il s'intéresse à l'éternel, au merveilleux, à ce qui est le beau, abstrait. Et si le spectateur le rejette, il ne peut pas pénétrer dans ce contact avec l'art et la beauté, qui est en effet le sens le plus important de notre vie. Moi, je le dis pas pour la raison de faire la contradiction entre l'art russe ou l'art français. À mon avis, les deux positions ont tout à fait leur droit à exister et ils sont les deux dignes à avoir sa place. Mais l'art allemand est un peu plus proche à l'art russe. Il est lié à un spectateur, à l'admirateur, mais c'est toujours lié à un effet de choc. L'art russe, à l'instar de l'art allemand, c'est pour la compassion, pour la participation en collaboration. Cela réside. Vous voyez, tous ces points de vue sont tout à fait subjectifs. Pour moi, c'est en effet le sens profond de l'art russe. Et la nécessité de continuer à l'avant-garde et de continuer ses moyens artistiques dans l'avant-garde, mais l'objectif reste le même, et de changer la vie, de la modifier. Au moins, de la voir, d'y pénétrer et la comprendre. Moi, je pris beaucoup de temps. Non, à l'inverse, juste, on va faire un petit tour, je poserai des questions à tous, et puis il y aura des questions, il y aura une discussion qui suit après notre conversation. Merci beaucoup de votre participation et de votre contribution à notre ouvrage. Maintenant, je pose ma question à Victor. Vous voyez, dans ce programme, il y a des auteurs tout à fait différents, des essais, il y a des chercheurs, il y a des spécialistes
en art, il y a des historiens, il y a des écrivains. Et parmi ces spécialistes, il y a Victor qui a donné son accord pour écrire un essai. Donc, Victor, merci beaucoup. Victor, спасибо большое. Merci beaucoup, Victor, d'avoir accepté de participer à ce livre. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu écris sur un tableau, mais en tout cas, c'était vraiment un article intéressant. C'est sur la jeune fille avec les pêches. Donc, ton article s'appelle « Une pieuvre qui médite ». Donc, peut-être, j'ai pas tout de suite, quand j'ai vu le titre, je me suis demandé… et après, chaque fois que je regarde la jeune fille avec les pêches, maintenant, je vois une pieuvre qui médite. Donc, voilà, tu m'as tourné l'esprit avec ton article. Peut-être que tu vas réussir la même chose avec le public. Donc, Victor est aussi en France un écrivain qui est édité chez Cyril Zola, où est sorti donc l'encyclopédie de l'âme russe, et il y a d'autres textes à sortir. Mais là, tu vas nous parler de ta participation à ce livre, peut-être de l'article que tu as écrit sur la jeune fille avec les pêches, mais aussi, plus généralement, de ton rapport à la peinture du 19e siècle. Спасибо. Я немножко оттолкнусь и от того, что ты сказал, Игорь, и от того, что сказал Эрик. Des questions dont tu as parlé et également des idées d'Eric. Tout d'abord, la culture et la littérature russe se distinguent par le fait qu'à l'instar d'autres cultures, elle est tout d'abord axée sur la recherche du sens de la vie. Ce sont des personnes qui cherchent le sens profond de la vie toute leur vie, puis ces personnes, elles meurent et ces enfants et ces petits-enfants commencent à chercher ce sens. Et vous voyez dans cet éventail de recherche de ce sens, on voit quand même une idée bien précise, bien déterminée, malgré le fait qu'il existe des recherches tout à fait différentes. Par exemple, dans l'art français du 19e siècle, on cherche beaucoup moins ce sens de vie. Ils ne le veulent même pas. Dans l'art allemand, il y avait d'autres objectifs qui ont été posés, qui ont été fixés, mais l'art russe, vous voyez, il cherche toujours ce sens. Pour lui-même, pour le peuple, il ne le trouve pas, mais quand même, il cherche. Le 19e siècle de l'art russe est en effet, nous démontre en effet que nous n'avons pas d'université. On était des chaires de philosophie. En 1849, Nicolas Ier a voulu abolir toutes les universités. À cause de ceci, Uvarov, son idéologue principal, il a démissionné. Celui qui a formulé cette trinité de l'orthodoxie, autocratie et l'idée du peuple libre, vous pourrez voir dans quel état se trouvait notre civilisation. Et comme toujours chez nous, on a recouvert la raison et la prose et la poésie, et bien entendu la peinture, quelque part. Dans ces années-là, dans les années de la folie de Nicolas Ier, quand elle va d'un seul coup engendrer les ambulants. Parce que ces ambulants sont des peintres qui vont se considérer comme plus que peintres. De même que Evtushenko avait dit, un poète en Russie est plus qu'un poète, au 19e siècle, le peintre est plus qu'un peintre. Il a une mission énorme. Cette mission est pleine de… il va se tuer, se torturer du venin de cette émotion
Je ne vais pas parler aujourd'hui de la pieuvre, puisqu'elle est bien sûr dans ce livre qui va être édité. Je dirais qu'un collectionneur très riche et très important de nos et qui a fait une préface. J'ai écrit, effectivement, on m'a commandé une préface que j'ai écrite sur l'art du 19e siècle. Et je me suis posé la question de la différence entre les ondulants et l'art neuf, l'art des contemporains. Je ne vais pas me lancer dans des idées philosophiques profondes, mais simplement comment il est arrivé. Regardez comment j'en suis arrivé là. Pendant la seconde partie du 19e siècle, les ambulants ont été réellement ceux qui ont invité les Russes à chercher le sens de la vie et critiquer quelque part la situation de l'État russe, le système de gouvernement de l'art, pas seulement pour libérer les paysans ou les serfs, ou bien pour rendre le système juridique plus humain, mais surtout pour rendre la vie sociale un peu plus logique, un peu plus humaine. La fonction de l'art russe, elle est celle de l'intermédiaire, elle est ontologique. Cela donne évidemment fait une impression forte parce que ces ambulants sont toujours face à une tâche de l'homme russe, de toute façon, même quand il n'a pas de talent, il n'a pas peur de lui-même. Et donc, de toute façon, il produira toutes sortes de bruits et de cris. Mais là, il y a quelque chose d'important, c'est un moment important, c'est que le développement de la société russe, de l'État russe, à partir de la fin des années 80 et malgré le terrible règne d'Alexandre III qui balaye toutes les réformes d'Alexandre II, mais de toute façon, il y a quelque chose qui va ébranler la société. Et il y a une brochure de Dimitri Naishkovsky elle a été écrite en 1893. En ce moment, on peut dire qu'il y avait une transition d'une forme d'art qui rend conscience au niveau artistique vers l'art qui cherche le sens de vie, mais d'une manière tout à fait différente. Pourquoi on a eu donc si vous voulez, effondrement du point de vue tout d'abord économique, qui est lié au développement du capitalisme en Russie. Le titre de l'ouvrage de Lénine, je crois, à mon avis, c'est l'un des livres de Lénine qui a existé sur le capitalisme, qui voulait démontrer qu'il y avait un développement bien intense de l'économie, pas uniquement de l'économie, mais de toute la civilisation russe dans le contexte du régime réactionniste russe. Et dans ce contexte apparaissent des économistes politiques. Plekhanov se trouvait marxiste, premier marxiste, Lénine, il y en avait beaucoup. Et eux, vous voyez, ils prennent tout de ces ambulants. C'est eux qui expliquent comment il faut changer ce monde. Là, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez peindre ou quoi que ce soit, mais nous pouvons expliquer. Et nous avons déjà notre rêve. C'est la société construite sur des bases réelles.
Et vous, vous faites quoi? Vous criez ou... Et Merezhkovski, lui, il décrit le tableau de Markovski. Je vous laisse pas là. Et, peint en 1992, on voit une femme mal décrite, si vous voyez, et elle, en fait, elle interdit son mari à entrer dans une taverne. Lui, il veut aller pour prendre un coup, et puis sa femme lui interdit. Et à côté, on voit un petit enfant en larmes. Lui aussi, il a une hystérie à cause du fait que son père souhaite visiter de nouveau cette taverne. Oui, tout à fait, on voit ce désespoir. Et donc que tout le monde russe, il n'a pas trouvé ses piliers, mais Merezhkovski s'intéresse au fait que si on parle de ce tableau, il y avait la société française, elle a quand même apprécié ce tableau qui s'appelle « Je te laisse pas entrer ». C'est toute une banalité, mais je crois qu'il fallait trouver quand même d'autres approches pour combattre cette idée de je te ne laisse pas entrer ou quoi que ce soit. Et donc, l'idée de changer le monde au niveau juste de l'apparence extérieure, à partir de ces ambulants qui ont quand même modifié tout le contexte sociopolitique de la culture russe, on voit, après l'effondrement inattendu, on voit cette notion de beauté, ce sujet de beauté. Dostoïevski, comme je vous ai dit à la conférence la semaine dernière, Dostoïevski n'a jamais dit lui-même la beauté sauve le monde, sauvera le monde, mais il y a un personnage dans ce roman L'idiot qui a dit cette fameuse phrase, la beauté sauvera le monde. Et si chez les ambulants, le monde peut être sauvé par la compassion, comme Eric nous a dit, donc cette compassion, oui, et tous ensemble, nous pourrons juste nous débarrasser du tsarisme et le mettrons dans l'ordure de l'histoire. Mais donc, les personnes qui se sont réunies autour de la revue Le Monde de l'Art, elles voulaient comprendre qui sont ces personnes qui souhaitent se débarrasser de ce monde actuel. Je crois que ce sont les personnes qui ne comprennent pas beaucoup, en effet, dans l'art de vie. Est-ce que cela ne mènera pas au monde affreux? Et là, on voit cette transition et cette reconstruction sociale pour pouvoir revenir à cette beauté, si elle peut en effet sauver le monde, si elle peut en effet être le sens de la vie. Et c'est le modernisme bien sensé. Oui, en effet, on voit cette taverne, on voit la femme qui est mal peinte et qui dit « je te laisse pas entrer », mais on voit quand même des fleurs de vie, il y a des femmes très belles, il y a des scènes, il y a du romantisme, il y a le sexe aussi. Par exemple, ce mauve, il en parle. Il y a d'autres idées de vivre la vie tellement qu'elle quand même acquiert son sens en lui. Ou par exemple, si on voit dans les tableaux de Serov, plutôt l'élan politique. On voit bien dans ce tableau de Serov contre donc le dimanche sanglant, le dimanche de la révolution de 1905, c'est qui empêche la civilisation russe de tomber dans les vices de la révolution. Là, après, on voit quand même qu'ils se dirigent vers l'avant-garde. Eux, ils empêchent une nouvelle révolution qui, malheureusement, après, quand même, les couvrerait. Parmi les avant-gardistes, il y avait des personnes qui voulaient revenir vers la révolution. Mais en même temps, ils ont confondu la révolution politique avec la révolution esthétique. Mais les premiers modernistes, ils ne confondaient rien. Ils étaient vraiment des personnes très intelligentes, bien douées, mais en plus, des personnes très belles. Regardez les ambulants.
Vous voyez, s'ils sont plutôt, vous voyez, moi, si je peux me dire comme ça, si je peux m'exprimer comme ça, et si on regarde les personnes de l'avant-garde, elles sont vraiment, ces personnes-là, elles sont très belles, et toutes les femmes les appréciaient. Et là, on voit cette transition et comment on pouvait nous se tenir sur cette vague. Et en fait, cette trésorerie artistique française nous a beaucoup aidé. Avant l'impressionnisme, mais aussi après l'impressionnisme. Cet art français nous a donné, si vous voulez, cette possibilité de définir le monde de la beauté russe. Et nous ne les avons pas imités, nous ne les avons pas copiés. On n'a pas emporté le monde impressionniste. Nous avons compris que nous étions plus profonds et nous comprenions qu'il nous fallait trouver le sens de la vie. Eric nous a dit quand même, vous faites des couleurs et des dessins. Et pour nous, il nous faut capter tout de suite et pour toujours. Et en ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il pouvait le faire mieux que les cadets, si vous voulez. Tous ceux qui ont confronté la révolution des bolcheviks et qui auront pu protéger la Russie contre cette folie, contre cette tragédie. Mais quand même, le peuple russe a pris la décision de chercher le sens de vie dans un autre endroit, peut-être en arrière, mais quand même, c'était un moment bien intense, très intéressant quand même, très brillant. On a vu cet art russe, si vous voulez, deux visages. D'un côté, on voit quelqu'un qui a cette compassion et d'autre côté, on voit une personne qui propose d'être avec nous, d'aimer avec nous, de partager cette beauté avec nous. 1893, Merezhkovsky, il a parlé des raisons pourquoi la littérature russe a perdu ses positions. Donc cette année, ce n'était pas Merezhkovsky qui a eu son prix Nobel, mais c'était Bounine en 1933 qui a eu le prix Nobel. À mon avis, il aurait fallu donner quand même le prix Nobel à deux directement, à Merezhkovsky et à Bounine, parce que Merezhkovsky, c'est la seule personne qui a réussi à souligner les particularités de cette transition, pas uniquement dans cette brochure, mais également dans beaucoup de ses œuvres littéraires, comme vous connaissez. Il avait son appartement à Paris, où il a vécu avec son épouse. Et lorsque la révolution en Russie a eu lieu, ils ont pris la clé de leur appartement français et ils sont arrivés à Paris. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes très paresseux et nous n'avons pas de curiosité nécessaire. Vous voyez cette personne riche dont je vous ai parlé et elle me dit, mais vas-y, écris. Moi, donc, je me suis plongée dans ce monde après avoir écrit ce pieuvre mendiant. Oui, mais c'est une vraie découverte lorsque je lui ai apporté mon essai, mon article. Qu'est-ce que l'on fait? Pourquoi on entreprend tant d'efforts en voyant que l'essence de vie nous échappe? Et pourquoi nous ne pouvons pas chercher ce sens de mot de manière plus douée dans les endroits où les notions nécessaires? Je crois qu'il faut avoir plus de rigueur pour bien les chercher, les trouver. Vous voyez, le sens de vie nous échappe et c'est comme une poule qui part dans la cour, c'est pareil pour nous. Et à mon avis, c'est comme ça. Je vous en remercie beaucoup. Donc nous, on n'est pas des banquiers riches, on sera très heureux de faire la connaissance de ton ami. S'il veut soutenir nos projets éditoriaux, absolument, on sera très intéressés. Sans doute.
Voilà, juste, donc on va peut-être que donc dans toutes les bons événements, il y a un invité surprise. Peut-être que Joël va venir nous rejoindre. Et en attendant, on va peut-être parler avec Anna qui est à Moscou parce qu'on est en liaison directe avec Moscou. Donc Anna est photographe. Et malheureusement, on la verra pas, mais on l'entendra. Et pour la première fois, elle a travaillé sur un livre. Elle a conçu ce projet de livre avec nous. Donc, c'est elle qui a imaginé la couverture et qui a photographié un certain nombre d'objets et de détails de tableaux. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les musées qui ont soutenu notre projet, en particulier la galerie Tretiakov et sa directrice, Madame Zelfira Tregulova, qui nous a, avec beaucoup de générosité, a soutenu notre projet en nous fournissant des droits et des images pour notre livre, mais aussi le musée des Beaux-Arts de Kiev et le musée de Makhachkala. Donc, Anna, tu es là? On t'entend pas, мы тебя не слышим. Слышно сейчас? Ah, сейчас очень хорошо слышно. Donc maintenant, Anna, peut-être que tu peux nous dire ce qu'a été pour toi, donc en tant que photographe, de travailler pour la première fois sur un livre d'art, sur un livre consacré à la peinture. Бонсуар, добрый вечер всем. Большое спасибо в первую очередь Игорю Сокологорскому за то, что Je tiens à remercier tout d'abord Igor Sokologorski. Merci de m'avoir invité à collaborer avec toi. Moi, je travaille tout d'abord sur la photographie en street art. Je suis en collaboration avec une revue française. Je fais également, de notre côté, je fais des essais sur les événements culturels. Mais cette expérience était pour moi tout à fait intéressante. Et ces 2 mois, je ne les ai même pas remarqués. Moi, j'ai passé tout mon temps dans les musées, dans les galeries Panorama de Borodino. Et l'objectif de mon travail résidait en suivant. Il me fallait trouver des photos ou des objets de routine de l'époque, du 19e siècle, pour les trouver, que vous pourriez trouver dans le livre actuellement. Tout ce qui était lié avec le paysan, le rural. Vous connaissez tous, je crois, ce qui représente l'art du 19e siècle. Les Russes les connaissent parfaitement bien. À partir de l'école, on a eu une formation là-dessus. Moi, j'ai eu beaucoup de connaissances, mais pour moi, cette information était un peu aléatoire. Donc, pour réaliser ces morceaux, ces fragments que nos auteurs ont réussi à mettre en œuvre dans ce livre, maintenant, j'ai une notion tout à fait différente et cela me représente maintenant, grâce à eux, ce système. Et je crois que toute personne qui pourra lire ce livre, elle pourra avoir une vision tout à fait différente sur l'art, parce que grâce à ce livre-là, et après avoir réalisé ces photos, je peux distinguer facilement comment est différent le paysage du 19e siècle, par exemple, du paysage du 20e siècle. On ne peut pas seulement voir cette différence et les éléments artistiques de l'art du 19e siècle, mais on peut comprendre, vous voyez, l'histoire et l'histoire de la Russie, comment a changé le paysage, l'image d'un paysan, le contexte. Les peintres, comme on le voit dans le livre, ils ont eu ce rôle d'historien, des spécialistes, grâce à qui on peut comprendre mieux la Russie et apprécier et admirer le côté artistique des peintures du 19e siècle, mais dans le même temps de comprendre mieux la Russie de l'époque, son histoire, et voir ses objets de routine. Je tiens à vous remercier de nouveau de m'avoir invité à participer dans ce projet parce que la mission de ce livre est très bonne et j'espère qu'en Russie, ce livre, cette édition verra aussi le jour.
Теперь мы знаем банкира, который, возможно... Anna, donc à bientôt. Donc on verra tes photos dans le livre. Donc je vais passer la parole à Joël Bastener, donc qui a été attaché culturel de l'ambassade de France à Moscou pendant 4 ans. C'était mon chef. Ensuite, Joël a été conseiller culturel en Géorgie et il nous a fait le plaisir d'écrire un texte sur un tableau qui est vraiment pas connu. Il était à Makhachkala d'ailleurs. C'est sur un exploit militaire qui se passe pendant les guerres du Caucase. C'est un tableau de Franz Roubaud, donc celui qui a fait le panorama de Sébastopol et le panorama de la bataille de Borodino à Moscou, qui est bien connu en Russie. Et donc, l'essai de Joël porte justement à propos de ce tableau, sur le rapport complexe de séduction et en même temps en même temps le rapport difficile de la Russie avec le monde du Caucase au XIXe siècle et aujourd'hui. Si tu veux bien nous dire quelques mots sur ton essai, Joël, merci d'être là, merci d'avoir traduit aussi parce que c'est pas facile. Voilà. Merci Igor. Alors, je n'aurais jamais osé choisir un grand classique comme La jeune fille aux pêches ou bien Savrasov ou bien Alepine parce que je ne suis pas historien de l'art. Et puis, pour une autre raison aussi, c'est parce que je me suis dit qu'il fallait dénicher quelque chose qui échappait au regard habituel. Donc, je me suis dit, je vais voir ces peintres mineurs qui sont un peu méprisés, alors qu'en fait, ils sont achetés, et encore pour des sommes assez conséquentes, parce qu'il y a un marché autour de ce monsieur Roubaud. Et donc, je me suis dit, mais ce type qui est disparu, mort en Allemagne à peu près inconnu, pourquoi est-ce qu'il est acheté encore par des Britanniques, des Américains et bien entendu des oligarques russes? Et j'ai trouvé des œuvres qui étaient toutes inspirées par la guerre et toutes inspirées par l'hippisme, c'est-à-dire tout ce qui est autour des chevaux. En fait, c'est un peintre de chevaux et de cavaliers. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'était que, je voulais faire un clin d'œil en contre-pied, parce que Igor m'avait un peu dit où vous alliez tous. Et Victor a très bien expliqué comment on peut percevoir l'ensemble de l'œuvre des ambulants et de la plupart des peintres engagés russes de la seconde moitié du XIXe siècle. Je me suis dit que ce serait intéressant de prendre justement un réactionnaire ou un indifférent, un à moitié étranger, un type qui ne rentre pas dans cette catégorie comme les ondulants. Qu'est-ce que c'est que ce Roubaud? Il est né dans une famille française établie à Odessa. Et puis, donc, son père était libraire, petit libraire. Sa mère était blanchisseuse, puis après, elle a aidé son mari dans la librairie. Lui, ses frères et sœurs qui sont devenus, on n'en sait rien du tout, ça c'est des inconnus, pour des raisons difficiles à discerner, mais il y a une étude qui a été faite par la directrice du musée de Makhachkala, et donc je m'en suis un peu inspiré pour comprendre l'histoire de Roubaud, parce que Wikipédia n'aurait pas suffi à m'éclairer sur le personnage. Et donc, Roubaud part faire des études de peinture en Allemagne, à Munich et à Berlin. Il subit fortement l'influence allemande, avec le côté qu'on a un peu évoqué plus tôt, le parti pris des Allemands, comme Eric disait, mais un parti pris effectivement de concernement. Mais là, pour le coup, Roubaud apparaît comme un peintre qui glorifie la guerre du Caucase et la conquête du Turkestan au nom des tsars. En fait, il est plus russe et plus tsariste que n'importe quel peintre officiel. C'est assez paradoxal. Donc, on a un Roubaud qui ne fait pas de politique, qui ne critique jamais l'État, le gouvernement, qui se comporte en étranger invité alors qu'il est né à Odessa. Et il est en bilingue, voire trilingue, puisqu'il a travaillé en Allemagne. Il s'en va en Allemagne. Alors d'abord, il est obligé de quitter l'Allemagne à un moment donné parce qu'il est considéré comme russe. Et donc, la Première Guerre mondiale éclate, il doit quitter l'Allemagne, mais dès que la Révolution arrive, il rentre en Allemagne parce qu'il se trouve allemand. Il n'a surtout aucune envie
d'être confronté à ces gauchistes bolcheviques, etc. Donc c'est vraiment l'antithèse de l'artiste russe concerné par le peuple. Roubaud, ce qui l'intéresse, c'est les militaires et leurs exploits. Et éventuellement les plus sauvages, les barbares afghans, turkmènes et tadjiks, qu'il a magnifiquement peint aussi. J'ai choisi une toile qui est très emblématique parce qu'elle est, à mon avis, beaucoup plus belle et beaucoup plus riche d'enseignements que les grandes toiles qui font sa gloire, justement ces immenses panoramas. C'est Borodino qui est dans le musée à Moscou, il y a ce Sébastopol qui, à mon avis, sont un peu ennuyeux. C'est de l'art pompier. Tandis que la toile que j'ai choisie pour ce livre, d'abord, elle fait référence à un acte d'héroïsme extraordinairement, russe, quoi, exceptionnel. Je veux dire, comment a-t-on osé, dans le but de surprendre les Tchétchènes et de les vaincre, comment a-t-on osé faire passer par un col à près de 3500 mètres d'altitude en plein hiver une armée tout entière au prix, j'allais dire, pardonnez-moi, comme d'habitude, dans la tradition militaire russe, au prix de pertes extrêmement lourdes. On ne compte pas les gens qui sont tombés dans les ravins ou qui sont restés dans la glace. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que le stratège, et stratège effectivement étonnant, d'origine arménienne, naturalisé russe, le stratège qui connaît bien le Caucase, qui connaît bien les contradictions, et va se servir des inimitiés, de l'agressivité que les peuples du Nord-Caucase ont les uns contre les autres. Il va donc dire aux lesbiens et à toutes sortes de Daguestanais de ne pas éclairer les Tchétchènes sur ce qu'ils préparent. Et donc personne ne va rien dire aux Tchétchènes. Et les Tchétchènes vont réellement être surpris par derrière. Il va y avoir une armée qui descend de 3000 mètres d'altitude, alors que les dirigeants tchétchènes avaient dit c'est impossible, il ne passera jamais, c'est exclu, on n'a rien à craindre de ce côté-là. Et j'ai trouvé que cet exploit était emblématique et le choix de Roubaud de faire cette toile est aussi quand même, offre une réflexion sur la réalité russe, sur le rapport des Russes à la guerre, à la conquête et leur rapport au Caucase en général. Voilà. Merci beaucoup. Joël, donc tu nous donnes envie de lire la suite qui est très détaillée sur le rapport au Caucase et qui est vraiment intéressant. Peut-être il y a quelques moments, si quelqu'un veut poser une question ou… У нас пока нет еще в интернете каких-то сформированных вопросов в Zoom, но вопрос, который напрашивается, и мне уже несколько человек отправили на мой личный телефон. Все-таки немножко расскажите о книге, когда она появится. Pourriez-vous me parler un peu plus de votre livre? Quand est-ce qu'on pourrait l'acheter et comment on pourrait l'avoir dans notre bibliothèque? Donc, как я уже объясняла, c'est qu'au début, parce qu'on a ajouté des choses qu'on ne pensait pas devoir ajouter, parce qu'on a nous-mêmes pris la mesure de l'importance de cette peinture. Donc, je pense qu'on va donner le site de l'éditeur. Sur le site de l'éditeur, on fera une annonce et on vous donnera… Monsieur Volkov, on vous donnera pour mettre, si vous voulez bien, sur le site de la Maison Russe pour que vous puissiez accéder au site de l'éditeur et on vous donnera un moyen de se procurer le livre à travers le site de l'éditeur, voilà, qui est disponible sur le site. Il sortira dans quelques semaines. Voilà. Et là, à la fin de notre entretien, on va vous montrer la maquette est terminée, on va vous montrer des bouts de la maquette du livre et Cyril en dira quelques mots. Maintenant, s'il y a des… Bon, ça, c'est la couverture du livre. Hein, on va vous montrer des bouts de maquette. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un a une question à poser ou… Je vous demande de parler au micro parce qu'autrement, l'interprète ne vous entend pas. Добрый день. Спасибо большое за презентацию. Je remercie d'avoir fait la présentation de ce livre. J'ai bien compris qu'il s'agit de l'art de la peinture du 19e siècle. Je n'ai pas encore lu. Et moi, j'ai une question. Je saisis cette occasion pour
poser les questions aux spécialistes. Moi, je parle de l'art comme une notion généralisée, pas uniquement de la peinture et tout d'abord de l'art contemporain. Il y a quelques jours, j'ai assisté à la conférence de Victor Yeropeyev qui a parlé de la littérature comme un instrument, comme moyen d'influence puissante sur les masses populaires. Et je comprends, ce n'est pas uniquement l'art en général, ou la littérature en particulier qui peut le faire, mais si on rajoute la citation d'Oscar Wilde, c'est que la moralité d'une personne est imbibée tout d'abord de l'art. Donc, l'art en est responsable. Ma question est suivante. Est-ce que vous êtes d'accord que l'art doit être responsable de la moralité et est-ce qu'il faut avoir un élément de complexité dans l'art? Par exemple, on voit dans les œuvres d'Oscar Wilde que jusqu'à un moment où on reste en discussion, en critique de telle ou telle œuvre, cela veut dire, œuvre littéraire, cela veut dire que cette œuvre est toujours utile, elle sert du biais ou sinon cette catégorie est plus simple et ce n'est pas le peuple qui doit suivre l'art, mais il faut d'abord donner l'art dans les masses, donc ça veut dire où le doigt doit être plus facile ou plus compliqué. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vous prie de formuler vos questions un peu plus succinctes. Victor, tu as 2 minutes pour répondre sur ce. При всем уважении к вашей речи, я должен сказать, что искусство вообще никому ничего не должно. Ce que je dois vous dire, malgré le fait que je vous respecte autant, c'est que votre discours, mais l'art ne doit rien à personne. Elle ne doit rien à personne, ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux enfants, ni aux personnes âgées. Si la personne est douée, cela veut dire que le talent vient de Dieu et il doit, si vous voulez, écouter son message, si vous voulez, son message intérieur mystique et pour réfléchir comment cela se tourne après. Oui, bien évidemment, il y a des choses que l'on imite. Et parfois, on voit par exemple qu'un artiste peintre il fait des blagues avec telle ou telle chose émotion, comme Eric le fait dans ses peintures aussi. Mais tout d'abord, c'est le talent, et c'est le talent que l'écrivain ou l'artiste acquiert, ou là de sa naissance. Votre question est bien intéressante, mais en effet, il n'a aucune importance si on parle de l'art véritable. Il y a, si vous voulez, des personnes qui se prétendent des écrivains ou même des artistes qui veulent en effet créer ou donner vivre à cette moralité. Oscar Wilde, elle n'était pas cette personne-là. On ne voit aucune moralité, si vous voulez, dans son mode de vie ou dans ses œuvres. Moi, j'adore les questions et même des questions où je peux créer un débat. Merci beaucoup, Vecteur. Peut-être on vous montrera la maquette de ce livre afin que vous puissiez voir donc, le corpus de ce livre. Est construit de chapitres que l'on peut lire de manière autonome, chacun autour d'un tableau, donc un tableau du 19e siècle, qui sont classés par ordre chronologique, qui sont accompagnés soit d'un essai, soit d'une œuvre d'un artiste contemporain, soit les deux. Hein, ça, c'est le premier des tableaux, hein, Madame de Staël, avec un article de Vera Milchina, qui est
la littérature française du début de ce livre. Il y a des auteurs qui n'ont jamais écrit sur la peinture, qui sont spécialistes de littérature, d'histoire, mais qui pour la première fois analysent un tableau. Voilà, on peut peut-être faire avant. Madame de Staël explique qu'en fait, ce n'est pas du tout Madame de Staël qui est représentée sur ce tableau de la galerie Tretiakov. Je ne sais pas si la galerie Tretiakov sera contente, mais bon, c'est l'opinion de Vera Milchina qui n'engage pas les éditeurs, comme on dit. Voilà, on peut tourner. Voilà, donc là, Vera Milchina explique, c'est un texte vraiment intéressant parce qu'elle explique que la vraie Madame de Staël avait toujours quelque chose dans les mains, parce qu'elle avait de jolies mains. Or, dans le tableau de la galerie Tretiakov, elle n'a rien dans les mains. Et puis, on parle du turban de Madame de Staël, mais en fait, ça, c'est une gravure d'une page de mode parisienne qui est extraite de la collection de Cyrine Zolaplace, qui est une collection de revues du 19e siècle de mode, et qui montre que les turbans, on en portait tout le temps à l'époque. Donc, ce n'est pas parce que la dame de Bolavecoursk a un turban que c'est Madame de Staël. Voilà, donc là, c'est un article, donc c'est un tableau que c'est un tableau de Ilya de Ronchenkov, donc qui est le directeur adjoint du musée Pouchkine pour le travail scientifique, et donc qui raconte comment, au fil de l'histoire, on dépeint les paysans dans la peinture russe. Et il a pris un tableau de Venezianov pour montrer justement qu'au début, c'est assez intéressant, c'est-à-dire les paysans sont représentés, mais en dehors de leur activité, dans des scènes de loisirs qui leur sont pas du tout, propres, qui sont pas du tout propres à puisque les paysans généralement travaillent, mais là on les représente dans une situation tout à fait exceptionnelle. Ils regardent des papillons ou bien où ils dorment. Voilà, donc ça, c'est donc toute l'histoire de Dorochenkov, puisqu'il fait l'histoire de la représentation du peuple à travers, enfin du peuple des paysans à travers la peinture russe. Voilà, et là donc il y a un très beau tableau de Kramskoï, donc que nous a donc le musée des Beaux-Arts de Kiev nous a autorisé à reproduire, voilà, qui est analysé par Dorochenkov. Ici, donc vous avez un portrait célèbre de Pouchkine, avec, vous savez que Pouchkine a été mythifié à l'époque soviétique, il était au panthéon des héros, un héros de la liberté, un grand poète, et ici vous avez 12 mythes sur Pouchkine qui sont dénoncés. Pouchkine en fait était mauvais élève, il a écrit des poésies qui n'étaient pas géniales, et c'était pas vraiment un combattant de la liberté. Donc et là, vous avez une première intervention d'un artiste contemporain, Dmitri Prigov, donc c'est stichogrammes, qui seront d'ailleurs bientôt édités aux nouvelles éditions Place par Cyril, donc qui reprend justement ce portrait de Kiprensky. Voilà, donc vous voyez, Prigov signe de la signature de Pouchkine en reprenant des vers de Eugène Onegin. Voilà, donc ça, c'est une œuvre de Yuri Albert qu'on a mis en face de ce tableau. Alors, il faut dire que l'idée de présenter des œuvres contemporaines au sein de la galerie Tretiakov, elle est venue à Ekaterina Degotte, qui est une grande historienne d'art, qui a fait cet événement qu'elle a appelé un réalisme pensant dans le cadre de la 2e biennale de Moscou. Et on a repris un certain nombre de parallèles entre des œuvres contemporaines et des œuvres classiques qu'Ekaterina Degotte avait imaginées en tant que commissaire d'exposition. Et là, ça en est une. Voilà, donc ça, c'est un article de Raïssa Kirsanova, qui est une spécialiste du costume et aussi du quotidien, donc qui parle de cette scène de genre, du petit déjeuner d'un aristocrate, et donc qui explique que l'avènement de la scène de genre, c'est l'avènement aussi en Russie, l'avènement de la bourgeoisie, l'avènement d'une classe moyenne, et c'est quelque chose qui est parallèle au déclin de l'aristocratie. Donc ça, c'est le grand tableau d'Alexandre Ivanov, c'est le tableau l'apparition du Christ au peuple. Et là, on va voir donc le tableau d'Éric Boulatov, qui est à moi que j'adore, qui est génial. Donc avec Éric Boulatov a rajouté un premier plan. Donc on voit notamment Natacha, l'épouse d'Éric, qu'on salue tous ici, qui est à gauche là. Voilà. Et là, c'est une œuvre de Yuri Albert. Donc ma mesure devant le tableau d'Ivanov,
qui montre bien, il prend sa mesure devant le tableau comme on le ferait pour un enfant, qui montre bien que même pour l'art contemporain, enfin, la référence, le 19e siècle reste une référence majeure avec laquelle il faut absolument au moins se confronter. Voilà, alors là, il y a un texte très intéressant d'Anatoly Osmolovsky, donc, qui est un actionniste russe, un interdit artistique, qui dit que pour lutter contre l'excès de nationalisme, l'excès de sentiments religieux, il faudrait retourner le tableau d'Ivanov et ne plus le montrer. Et c'est une idée vraiment intéressante parce qu'elle montre que les artistes du 19e siècle n'ont pas seulement dépeint la réalité, mais ont été aussi le porteur d'une certaine idéologie, d'une certaine interprétation de l'identité russe, qui est peut-être discutable et qui est aussi discutée aujourd'hui par les artistes contemporains. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là puisqu'on a atteint le délai imparti. Et puis, voilà, bon, ça, c'est un superbe dessin de Prigov, Yevgeny Kristanarod, donc qui reprend ce Игорь, спасибо большое. Вы знаете, у нас сейчас работает один синхронист, поэтому я, конечно, предлагаю немножко заканчивать, но тем не менее, у нас в зале сидит гость, который просил слова, и я попросил бы все-таки это в качестве последнего вопроса, ладно? L'invité qui souhaite prendre la parole, je vous demanderai la toute dernière question de sa part. J'ai lu en venant tableaux et peintures. Vous préférez les tableaux à la peinture, et j'aurais aimé savoir, parce qu'étant donné, au départ, vous fûtes interdite en Russie, pas à Moscou, mais en Russie au départ. Vous avez peint des icônes, et pour quelle raison privilégier les tableaux à la peinture? Bon, j'ai cru voir un peu, bon, je connais un peu la réponse, mais j'aurais aimé savoir de votre bouche pourquoi vous privilégiez les tableaux à la peinture. Parce que la peinture est aussi équivalent, mais bon, j'aimerais savoir. C'est une question sur le rapport entre tableau et peinture. Donc, какое ваше определение, как вы определяете картину, какой смысл? Какая суть картины? Разница просто в том, что La différence est que la peinture prévoit toujours la couleur. C'est la contradiction de deux couleurs ou leur mariage. Même si les couleurs pouvaient être tout à fait proches, parfois elles pourraient avoir des contrastes. Parfois, on peut voir, si vous voulez, une image juste en noir et blanc. Ce ne sera pas une peinture quant à elle, mais plutôt le tableau. Ça peut être le tableau, pas nécessairement le tableau. Et dans ce sens, la peinture et le tableau est plus universel. Elle peut avoir des reliefs, des éléments volumineux, mais tout d'abord, le tableau
et pas toujours volumineux, ça demande l'espace imaginé. Je crois que ça peut être tout à fait différent. La technique peut être tout à fait différente. Le mode d'expression peut être tout à fait différent, pas uniquement la couleur. À mon avis, il n'y a pas trop de différence entre la peinture et le tableau. Je vous en remercie beaucoup. Je crois que c'est un bon moment culminant pour nous, peut-être un point de suspension. On a parlé de l'art, du sens de vie et la lutte contre l'entropie. Ce que nous avons prévu, je crois, comme une réussite. Je tiens à remercier Victor Eropeyev, Cyril Zola, Joël Bastoner, je le remercie. Je tiens à remercier Igor Sokologorski et Eric Bulatov. Avant qu'on se sépare, je voudrais saisir cette occasion pour vous rappeler de deux événements bien importants qui auront lieu au mois de novembre. C'est Natalia Bulatova, épouse de Eric Bulatov, qui nous parlera de l'épouse de Bloch. Natalia elle-même, elle est aussi historienne de ballet. Donc, à mon avis, ce sera une rencontre très intéressante avec Natalia elle-même et avec l'héroïne, donc Lyubov Bloch, dont elle va parler. Et le 24 novembre, à l'occasion de 100 ans du musée domaine Yasna Polana, nous aurons à voir donc, les intervenants bien importants, Dimitri Tolstoï, mais aussi Vladimir Tolstoï, Ekaterina Tolstaya, Dominique Fernandez. Donc, nous vous proposons un programme bien diversifié et intéressant à l'occasion du 100e anniversaire du musée domaine de Yasna Polana en tant que monument historique, une valeur bien importante, grâce à nos techniciens ingénieurs de son, Andrei Chakrostov et Vladimir Sekletov, grâce à qui nous avons réussi à faire l'hybride dans cette salle. Et je tiens à remercier nos interprètes, et en particulier Asia Chinikova, qui a réalisé l'interprétation pour ce soir. Nous serons ravis de vous revoir dans nos locaux à la Maison Russe des Sciences et de la Culture.